L'hôtel de Gaillon, oui, l'hôtel de Gaillon, il y a déjà fort longtemps, on nous avait demandé de faire une étude. C'était les animateurs du foyer des jeunes travailleurs qui nous avaient demandé de voir si on pouvait faire une plaquette sur la maison. Et le directeur de l'époque, ou plutôt le président de l'association, c'était monsieur de Robert, Raymond de Robert, nous avait demandé de réaliser un texte. Et c'était à l'époque où on travaillait sur le recensement des maisons de Montpellier. On recensait surtout des maisons d'époque classique, des maisons 17e, 18e. À l'époque, Montpellier, on considérait que l'essentiel de l'architecture était d'âge classique. On savait qu'il y avait quelques éléments médiévaux depuis longtemps, mais bon, on n'avait jamais pris conscience de l'importance de ces structures médiévales qui étaient cachées dans les murailles, encore en élévation actuellement. Et ça a été un déclencheur, parce que j'ai repris la notice avec mon collègue Bernard Sournia, j'ai repris la notice que l'on avait sur cette maison, le foyer des jeunes travailleurs. C'était une maison, on a découvert qu'elle avait été construite, ou plutôt reconstruite, réaménagée dans les années 1660, c'est-à-dire en 1661. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'éléments médiévaux là-dedans. Et en poussant plus loin notre enquête, nous avons découvert qu'il y avait eu une vente en 1660 et que cette vente avait été suivie d'une expertise de l'immeuble. C'est-à-dire que pour éviter tout conflit entre le propriétaire vendeur et l'acquéreur, on a voulu estimer la maison et son état. Donc, il y a eu un texte réalisé par deux experts, un maçon et un menuisier ou un charpentier, et ils ont visité la maison en décrivant la totalité de la maison au moment de la vente. Et cette description donne finalement une image d'une maison du Moyen-Âge. C'était une maison qui n'avait pas bougé depuis le XIIIe siècle jusqu'à cette époque-là. Et l'acquéreur, après avoir acheté sa maison, fait faire des travaux et il décrit les travaux à faire par un préfet et il décrit les parties à démolir et les parties à construire. Donc on a une description de ce qui est ajouté, mais ce qui est intéressant, on a une description de ce qui est retranché de l'immeuble. Donc ça nous a permis de pouvoir faire un dessin, une restitution idéale de la maison avant les travaux. Et on a eu la surprise de découvrir une maison médiévale, une maison, et finalement l'immeuble qu'on appelait à l'époque l'hôtel de Gaillon, parce que c'était le propriétaire constructeur, le gars qui réaménage la maison dans les années 60, était une maison bien antérieure, bien médiévale, avec son escalier, son passage d'entrée, un escalier sur cour, la loge juste au débouché de l'allée d'entrée, et on a pu faire un dessin idéal de la maison médiévale. Finalement, l'hôtel de Gaillon est devenu notre pierre de Rosette, l'équivalent de notre pierre de Rosette, pour pouvoir restituer les maisons des grands marchands de Montpellier. Alors ça, c'est le premier épisode. Puis il y a eu un autre épisode qui est tout aussi intéressant, un peu... on a des regrets parce qu'il y a eu des destructions, il y a eu un grand chantier en 89, et ce chantier a permis la mise au jour d'un décor peint, d'un plafond peint, et ça a relancé notre intérêt sur cet immeuble, et notamment on a un peu cherché à savoir qui était le personnage qui avait construit l'immeuble au Moyen-Âge. Donc nous sommes remontés dans les archives, grâce aux documents fiscaux, c'est-à-dire les compois, on a pu remonter les propriétaires jusqu'à la fin du XIVe siècle. Et on s'est rendu compte qu'à la fin du XIVe siècle, la maison appartenait à un personnage qui s'appelait Jacques Carcassonne, et ce Jacques Carcassonne était changeur. Mais le décor peint qui se trouve peint dans la chambre du maître des lieux,
montre une scène assez intéressante. C'est une histoire, une sorte de bande dessinée. C'est une véritable bande, puisque c'est une frise qui court sur au moins 2 murs, et puis qui se retourne avec un autre personnage. Et cette histoire raconte la légende de Saint-Eustache. Alors Saint-Eustache, ce n'est pas banal, parce que Saint-Eustache est le patron des drapiers. Or, la fortune de Montpellier au Moyen-Âge s'est fondée sur le commerce des draps et des draps rouges. Et la maison se trouve rue Draperie Rouge. Donc c'est quand même un faisceau d'indices considérable. Donc on a cherché un peu à savoir qui était ce Jacques de Carcassonne. On s'est rendu compte que c'était un personnage fort important. Il a été consul de la ville. Il a offert un retable d'argent à Notre-Dame-des-Tables, l'église qui était juste voisine, puisqu'elle se trouvait sur la place Notre-Dame-des-Tables. Et bon, on en était là, mais la dendrochronologie, c'est-à-dire la datation grâce au cerne des bois constituant la charpente du plafond, nous a donné une date fort différente de la période à laquelle vivait Jacques de Carcassonne. En réalité, le plafond aurait été construit une centaine d'années avant la présence de Jacques de Carcassonne dans cette maison. Alors, on s'est posé des questions, et puis il y avait sur ces décors peints des blasons avec des cloches. Et ces blasons avec des cloches, pour nous, on a considéré que c'était des armes parlantes. Comme c'est une habitude au Moyen-Âge, très souvent, on met un motif qui rappelle le nom, c'est un jeu d'images et de mots qui rappelle le nom du propriétaire, du propriétaire des armoiries, et on s'est dit qu'il était probable que c'était un ancêtre de Jacques de Carcassonne qui avait construit la maison, un personnage qui s'appelait Carcassonne, parce que les cloches, il n'y a rien qui sonne mieux que des cloches pour appeler le nom. Et qui plus est, sur le décor peint, il y a un éléphant qui porte une ville sur son dos et qui a une très longue trompe. Or, une trompe, ça sonne, et c'est un motif qui rappellerait la ville de Carcassonne. Donc, ça reste une hypothèse, mais c'est probablement un ancêtre de Jacques de Carcassonne qui a construit cet immeuble. Et cet ancêtre, ce Carcassonne, lui, assurément, devait être drapier, mais c'est pas lui qui tissait, c'est-à-dire c'est un des marchands de draps qui négociait jusqu'en Méditerranée orientale. Il vendait du drap coloré à Montpellier jusque sur les ports du Levant, et de là, il ne revenait pas à vide, il ramenait des épices qui, elles, étaient diffusées en Europe. Voilà ce qu'est l'histoire de l'hostal des Carcassonnes.